Bonsoir à tous. Super, ça marche. Bonsoir, merci pour la réponse. Du coup, vous l'aurez compris, la coopération, c'est un peu le fil rouge de cette conférence. Vous allez en entendre parler toute la soirée. Mais en fait, le mot coopération en tant que tel, il peut avoir différentes réalités, différentes définitions selon l'angle d'approche qu'on va vouloir prendre. Du coup, ce que je vous propose, moi, aujourd'hui, pour commencer cette conférence-là, c'est de traiter de ce sujet de la définition de la coopération. Et alors moi, je ne suis pas du tout une experte sur la question. Donc je me fais le porte-parole de travaux de chercheurs qui ont, à travers différentes disciplines, essayé de comprendre ce phénomène, mais aussi de praticiens qui ont pu expérimenter la coopération et organiser des formations sur ces questions. Donc premier pas sur le chemin de la définition de la coopération. Donc là, vous avez une illustration qui montre une certaine coopération. Vous avez des gobelets issus de deux enseignes, la première Starbucks, la deuxième McDonald's, qui sont en fait des gobelets 100% recyclables. Donc ce sont deux enseignes qui sont complètement concurrentes sur leur part de marché respective, mais qui ont mis en commun leurs efforts, leurs ressources, qu'elles soient financières, humaines ou temporelles, pour développer un nouveau produit et pour développer ensemble une réponse à un objectif qu'elles avaient défini en commun. Et ça, c'est typiquement la manière dont les sciences économiques vont définir la coopération, c'est-à-dire partager efforts et ressources dans le but d'atteindre un objectif commun. Et là, déjà, avec cette définition-là, on voit qu'il peut y avoir des nuances, parce que les praticiens de la coopération, eux, ils estiment que l'idée d'avoir un objectif commun, mais ce n'est pas ça qui est au cœur de la coopération. Pour eux, l'enjeu, ça va être de faire une œuvre commune. Et si vous avez été attentif au début de cette conférence, vous allez reconnaître des choses qui sont en relation avec ça. C'est-à-dire que pour les praticiens, la collaboration, ce n'est pas de la coopération. La coopération va engager un processus plus important. Il se réfère souvent à l'étymologie du mot lui-même coopération, co avec, opération, operare, œuvrer. Et il pose l'œuvre commune au centre de la définition de la coopération. Mais ça veut dire que les protagonistes de la coopération peuvent avoir des objectifs qui sont différents, tant qu'ils œuvrent ensemble pour cette même œuvre commune. Je ne m'étale pas sur ce sujet-là, on l'a déjà un peu évoqué. Je voulais faire une autre étape sur le chemin de la définition de la coopération. Là, on se retrouve sur les bords du lac Léman, entre la Suisse et la France, dans les Alpes. Et vous avez ce bateau qui fait cette liaison quotidienne entre les deux rives. Et pour que ce bateau puisse faire cet aller-retour, permettre aux gens de travailler, à les divertir, il a fallu un accord entre l'État suisse, l'État français et la compagnie qui fait le transport. Et cette dynamique relationnelle entre deux États, ça, c'est la manière dont les sciences politiques vont définir la coopération. Là, on est un cas particulier où c'est transfrontalier, mais ça peut être une coopération internationale. Donc, on a des cas plutôt thématiques. La coopération militaire est une coopération pour les sciences politiques. La coopération scientifique, la coopération culturelle peuvent souvent exister. Ce qui est intéressant avec la coopération, quand on est une coopération transfrontalière, c'est que là, on est dans un cas typique qui est souvent appelé dans les sciences qui mêlent politique et géographie, coopération territoriale. Alors là, on part sur quelque chose d'encore plus polysémique. La coopération territoriale, les gens l'utilisent pour définir plusieurs choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois la coopération entre territoires, comme c'est le cas là, mais aussi la coopération entre différents acteurs au sein d'un même territoire. Par exemple, si vous avez au sein de la métropole de Lyon des associations, environnements, des entreprises, des collectivités qui vont ensemble coopérer autour d'un projet, on peut appeler ça de la coopération territoriale. Donc là, on est sur une entrée, quelques étapes un peu de définition. J'aimerais qu'on fasse un petit détour par les sciences de l'écologie, qui ont aussi étudié la coopération. Donc là, vous avez un exemple de poisson-clown qui vit dans son habitat, l'anémone de mer. Et c'est un exemple particulier de coopération définie par les sciences de l'écologie, car le poisson-clown peut profiter de ce refuge-là. Il est immunisé par rapport au caractère urticant de l'anémone, ce qui fait que ses prédateurs ne peuvent pas venir l'embêter quand il est là. Et en retour, l'anémone va bénéficier de nutriments grâce aux matières fécales du poisson. Et là, on est dans une interaction à bénéfice réciproque entre deux espèces différentes. Et c'est la manière dont l'écologie définit la coopération. Ce qui veut dire que pour l'écologie, ça, c'est aussi de la coopération. La coopération entre un homme et le bœuf pour de l'attraction animale, on est sur une coopération. L'homme bénéficie de la force de l'animal, l'animal bénéficie d'un apport de nourriture et d'une protection contre des prédateurs. Ça, c'est la manière de voir de l'écologie.
Plus encore, on a cette idée de, avec l'animal domestique, la coopération comme modèle écologique, ça s'applique bien. Mais il existe aussi de la coopération entre un homme, des hommes et des animaux sauvages. Ça a existé, c'est très rare aujourd'hui, mais ça existe encore. Vous avez là la photographie d'un oiseau. On se situe là en Afrique. Cet oiseau, c'est le grand indicateur. Et en fait, il est en coopération avec l'homme pour aller chercher du miel et de la cire d'abeille. Cet oiseau est en réelle coopération dans le sens où c'est un dialogue avec l'être humain à travers chants et mots particuliers. Et en fait, ça se passe de cette manière. L'oiseau, lui, il adore la cire d'abeille. Sauf qu'aller à s'attaquer à un nid d'abeilles, c'est pas évident quand on est un seul petit oiseau, et c'est assez fatigant et énergivore. Du coup, c'est plus simple d'indiquer à des hommes qui ont des techniques et des modalités pour le faire où se trouve le nid d'abeilles. L'homme va venir récolter le miel, la cire l'intéresse peu, il laisse, l'oiseau récupère la cire. On est dans un cas de coopération vu par l'écologie. Je fais ce détour un peu long par l'écologie parce que la science écologique évoque que pour elle, sa définition de la coopération, c'est que qui dit coopération dit interaction entre deux espèces avec bénéfice réciproque, gagnant-gagnant, mais la coopération n'est pas obligatoire à la survie de l'espèce. Typiquement, l'oiseau, le grand indicateur, peut survivre s'il n'a pas la cire d'abeille et s'il ne coopère pas avec l'homme. Et typiquement, l'homme qui n'a pas son miel ou qui l'obtient différemment peut tout à fait survivre s'il ne coopère pas avec l'oiseau. Par contre, en écologie, coopérer, ça donne un avantage évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les individus qui vont coopérer vont avoir tendance à survivre davantage, vont donc pouvoir se reproduire plus, transférer davantage leurs gènes, et donc ça fait une sélection de ce type de comportement. Donc ça favorise ce type de comportement dans la sélection des différentes espèces et ou individus. Bon, alors en soi, on pourrait faire encore pas mal d'étapes sur le chemin de la coopération, mais l'objectif, c'est pas que je vous endorme avec des définitions à ce moment-là. Ce que je veux vous faire retenir là, c'est qu'en fait, la science, déjà, si on prend ce côté science et praticien, a déjà un regard différent sur la coopération selon l'angle d'approche, avec des nuances, quelquefois des contradictions, mais en tout cas des réalités différentes sur ce mot-là. Ce qui veut dire qu'au-delà des définitions, de manière générale, chaque individu va avoir son propre regard sur ce qu'il estime être de la coopération. Donc quand on se situe par exemple dans un cas de coopération territoriale, avec des interactions entre des acteurs sur un territoire, comme on le verra par exemple avec l'exemple de Los Angeles juste après, il faut se dire que chaque acteur et chaque individu va avoir une attente vis-à-vis de la coopération, va avoir une attente vis-à-vis de la personne avec qui il coopère. Et si ces attentes et ces manières de voir la coopération ne sont pas exprimées, ça peut être sujet à frustration, ça peut être sujet à incompréhension, etc. Donc c'est le premier message que je voulais vous faire parvenir ce soir grâce à ces lectures de différents travaux. Le deuxième, on le voit ce soir, la coopération, ça va dépendre de qui je suis en tant que personne. Vous allez avoir différents témoignages vivants. Ils montrent pour moi l'importance des trajectoires de vie. Ils montrent l'importance de qui je suis dans ces processus-là. Les chercheurs et les praticiens montrent que la coopération, dans sa réalisation, va être multifactorielle. Ça veut dire qu'il peut y avoir différents éléments, différents types d'éléments qui vont venir impacter la coopération. Et ça, que ça soit pour la favoriser ou complètement l'annuler. Il peut y avoir les deux entrées. Donc ça, je voudrais voir avec vous. Donc on va prendre un exemple. Je vous présente Virginie. Virginie a 22 ans. Elle est fille de boulanger. Elle est professeure sur Dijon. Et elle adore le tricot. Rien qu'en vous faisant passer ces informations-là, vous allez vous faire une image de cette personne. Vous allez coller des a priori de manière consciente ou inconsciente par rapport aux gens que vous avez pu croiser, par rapport à votre propre personnalité. Et vous allez pouvoir coller un certain profil à cette personne qui vous donnera envie plus ou moins de coopérer avec elle. Ça, ce sont des caractéristiques sociales qui peuvent jouer sur la coopération. En soi, l'âge, le sexe, le statut social, la profession peuvent être des facteurs qui peuvent favoriser ou non la coopération entre deux individus. De la même manière, dans les facteurs que j'appelle sociaux, vous avez l'appartenance à un groupe social. Et la sociologie nous dit que quand il y a proximité sociale entre individus, la coopération va être favorisée. Je m'explique. Virginie, elle est basque. Elle vient du Pays basque, elle se sent basque, elle se revendique basque, et donc elle a ce sentiment d'appartenance au groupe social basque, elle fait partie du groupe social basque. Elle se présente elle-même comme, voilà, je m'appelle Virginie, je viens d'Andaille, et je suis du Pays basque français.
Cette appartenance à ce groupe social qu'est les Basques, en fait, ça va jouer. C'est-à-dire que si elle se retrouve un jour dans une réunion où, par hasard, il y a une personne qu'elle ne connaît pas qui a des origines basques, ça va créer des atomes crochus. Il va y avoir un partage de culture, de langage, de façon de penser ou de point de vue qui, même s'ils ne sont pas exprimés, va créer un sentiment de connaissance, de reconnaissance et d'appartenance au même groupe, qui sont des bases potentielles pour créer une coopération par la suite. Alors ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous-même vous retrouvez face à quelqu'un qui n'est pas du tout originaire de la même zone géographique que vous, ou qui n'est pas du tout originaire du même milieu social que vous, ça peut créer aussi des frontières sur la coopération. Alors bon, en dehors de faire les fêtes de Pampelune, Virginie donc a un travail, elle est professeure. Et elle est professeure d'histoire-géographie dans un collège à Dijon. Et ça aussi, ça peut jouer sur ses capacités de coopération. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle les facteurs structurels, c'est-à-dire les facteurs qui dépendent de la structure dans laquelle la personne se trouve. Si un jour vous venez voir Virginie et que vous lui dites « alors ça serait super d'organiser une coopération, on fait une sortie scolaire, une journée avec les 5e et on part sur le thème du nombre d'or dans l'architecture du Moyen-Âge ». Alors Virginie, elle vous dit « super, intéressant, mais en fait, ce n'est pas au programme de ma classe de 5e ». Et en fait, cette entrée-là fera qu'elle aura du mal à obtenir l'aval de son établissement. Elle n'a pas une marge de manœuvre qui est illimitée dans ses capacités de faire ses choix. Donc ça peut jouer de manière générale la structure d'une organisation, sa manière de prendre les décisions, sa gouvernance, la place qu'elle donne à la coopération ou à la relation avec les partenaires extérieurs vont jouer dans les possibilités ou pas de coopération. Sachant que là, je vous l'ai fait dans le cadre professionnel, mais sa casquette professionnelle peut aussi jouer dans le cadre de ses potentielles coopérations personnelles. Ça découle aussi. L'individu n'est pas sectorisé. Bon, au-delà de ça, donc Virginie est professeure et durant toute sa vie, elle a développé différents types de compétences et savoir-être. Finalement, elle a une très bonne capacité à pouvoir s'exprimer en public, elle a une très bonne capacité à accepter les émotions des autres et aussi à accepter la contradiction. Et ça, c'est des compétences qui sont vues par les praticiens comme super positives pour pouvoir s'engager dans un processus coopératif. Ce qui veut aussi dire que qui dit compétences et savoir-être dit développement au cours de la vie. Les premières coopérations qu'on peut faire ne sont pas forcément les plus simples. Donc, on peut développer ces compétences qui servent à la coopération. Les praticiens disent souvent que la coopération, ça s'apprend. Donc, il y a une évolution potentielle là-dedans. Donc, pour le moment, je vous ai parlé de Virginie. Mais évidemment, la coopération, ça ne se fait pas tout seul. Donc, je vous présente Paul. Il y a effectivement des facteurs relationnels qui vont jouer. La coopération entre Virginie et Paul ne sera jamais la même qu'entre Virginie et Gustave, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui se jouent d'un point de vue relationnel. Sur l'exemple que je vous donne, Paul et Virginie se connaissent très bien. Ils font les férias et les fêtes de Pampelune ensemble. Ils sont amis, ils se font confiance. Ça, c'est un socle qui est assez important pour pouvoir partir sur une potentielle coopération positive. Par contre, Paul, il est aussi professeur dans le même collège que Virginie, mais il est prof de maths. Jusque-là, aucun problème. Sauf que il lui propose un projet en coopération et en fait Virginie elle se dit que l'idée qu'il a envie de coopérer avec elle c'est surtout pour se faire bien voir auprès du nouveau directeur d'établissement. Et ça embête un peu Virginie parce qu'elle aussi elle a envie de se faire bien voir par son nouveau chef. Et cet enjeu de rivalité, ça va potentiellement freiner sa volonté à vraiment s'inscrire dans une potentielle coopération avec cette personne-là. Que ça soit exprimé, conscientisé ou pas. Et donc, ça peut freiner inconsciemment une certaine coopération là-dessus. De la même manière qu'on a parlé de Virginie et de Paul, il y a des facteurs qui peuvent influencer la coopération qui ne dépendent pas du tout des personnes. Donc, vous pouvez avoir des événements qui peuvent se produire, des événements climatiques, des événements sanitaires, comme on l'a vu avec le Covid, qui peuvent venir soit annuler des coopérations existantes, soit développer de nouvelles relations sur des processus coopératifs. Ça marche aussi selon l'historique du lieu. Ce n'est pas que le côté événement. C'est-à-dire que selon l'endroit où vous trouvez, selon l'histoire de votre propre structure, il va y avoir des événements qui se sont produits, des fois sur des générations et des générations, qui viennent encore teinter les capacités, les motivations de coopérer, in fine, sur un projet en particulier. Il peut y avoir ce qu'on appelle aussi une certaine identité collective. Si vous êtes sur un territoire qui se revendique coopératif, vous allez être enclin à coopérer, soit parce que vous êtes venu sur ce territoire parce que vous partagez cette valeur, soit par pression sociale. Si vous êtes dans un groupe social qui a l'habitude de coopérer et qui met la coopération comme une valeur forte, vous n'allez pas avoir envie d'avoir le jugement négatif de vos pairs et vous allez vous dire « Oula, je vais devoir coopérer parce qu'en fait, c'est ce qui se fait dans le groupe auquel j'appartiens ».
Il y a certains chercheurs qui évoquent que les motivations sociales sont des motivations qui peuvent être plus fortes que des motivations réglementaires à la coopération, d'ailleurs. Donc c'est un peu des facteurs contextuels. Je ne rentre pas plus dans le détail là, je voulais juste vous montrer ça dans le sens où, en introduction de conférence, dans le sens où on a effectivement plein de facteurs qui jouent. Leur complexité est d'autant plus grande qu'en fait, ils sont souvent en interaction eux-mêmes. Et donc, il peut y avoir des facteurs qui vont jouer l'un l'autre. Votre proximité sociale peut jouer sur des postures que vous avez, sur les rivalités que vous avez, etc. Donc, moi, je voulais vous partager ce soir que, effectivement, la coopération, ça dépend de qui je suis en tant que personne, mais ça va aussi dépendre de qui je suis en tant que structure, de qui je vais être avec toi et de qui je suis avec toi, mais aussi de qui je suis ici, par exemple dans la Vallée de la Drôme, et maintenant, en 2024. Et ce ne sera jamais partout pareil. Donc c'était les deux messages que je voulais vous faire passer dans le temps qui m'était imparti, que j'espère ne pas dépasser. Vous allez sûrement vous penser qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis qui vous semblent logiques et connues. Mais souvent dans les processus coopératifs ou quand on est en interrelation avec quelqu'un, c'est des choses qu'on va oublier, auxquelles on ne va pas penser à ce moment-là. Et on va avoir tendance à se dire, bah, tiens, avec telle personne, ou même sans se le dire, ah, avec telle personne j'ai envie d'y aller, avec d'autres j'ai pas envie d'y aller. Et souvent, c'est pour ça que je vous rappelle là, il y a ce genre de facteurs qui jouent et qui vont pouvoir impacter ces volets-là. Donc gardez en tête ça, chacun voit la coopération avec son propre regard, et puis c'est une affaire de personne, mais pas que. Je vous remercie.